Pensée critique, Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. un podcast à seconde vue. Bonjour chères auditrices et auditeurs, c'est Pierre de l'association À Seconde Vue. Bienvenue dans Pensée critique. Pour cet épisode, nous vous proposons un entretien avec Benoît Bediou. Il est chercheur en neurosciences et en psychologie cognitive à l'Université de Genève et s'intéresse en particulier aux impacts des technologies numériques sur la société. Nous avons enregistré cet entretien au campus Biotech de Genève en février 2026 et vous vous apprêtez à en écouter la première partie. Le deuxième épisode est déjà disponible sur votre application de podcast et sur notre site asegondevue.fr. Nous vous mettons le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Benoît Bediou. Bonjour. Vous êtes chercheur en neurosciences, vous vous intéressez à la psychologie cognitive et affective et vous travaillez au département de psychologie de l'Université de Genève. Tout à fait. En décembre 2025, donc tout récemment, vous avez publié avec vos collègues une méta-analyse qui évalue l'efficacité des outils numériques pour améliorer la lecture chez les enfants de moins de 15 ans. Benoît, je vous propose qu'après avoir défini votre champ de recherche et vos travaux actuels, nous abordions dans un premier temps les liens que nous pouvons établir entre la pratique des jeux vidéo et l'esprit critique. Puis toujours en ayant l'esprit critique en toile de fond, j'aimerais que nous parlions de la place qu'ont dans la société les outils numériques, les médias et réseaux sociaux, en particulier chez les plus jeunes. Et enfin, pour conclure cet entretien, vous nous expliquerez, si vous le voulez bien, votre relation plus personnelle à l'esprit critique. Est-ce que ça vous convient ? Volontiers. Allons-y. Donc vous êtes chercheur en neurosciences. Pouvez-vous s'il vous plaît définir votre discipline en quelques mots, en particulier les sujets qu'elle étudie et de quelle manière se fait la recherche dans ce domaine ? Alors les neurosciences, c'est un champ qui est relativement large parce qu'il regroupe finalement des aspects de la psychologie, de la médecine, mais également de la modélisation mathématique pour essayer de comprendre comment le cerveau commande le comportement et la perception en général. Donc c'est un champ de recherche relativement large et dans ce domaine-là, on utilise de la mesure du comportement, donc des tâches comportementales où les gens doivent prendre des décisions, percevoir des informations et on couple souvent à des méthodes d'imagerie, soit de l'imagerie fonctionnelle, donc de l'IRM, soit de l'électroencéphalographie pour voir le fonctionnement du cerveau pendant la réalisation du comportement. On étudie également des patients pour voir les déficits qui sont associés à des lésions cérébrales. Donc il y a toute une panoplie de techniques qui sont utilisées pour essayer de mieux comprendre comment le cerveau est relié au comportement et aux troubles du comportement également. Et vous, personnellement, quels sont vos intérêts de recherche en ce moment ? Alors en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'utilisation des outils numériques et au lien que ça peut avoir avec le développement cognitif, donc le fonctionnement du cerveau en général pour des tâches cognitives, mais également avec la santé mentale, la personnalité et le contexte social et environnemental des utilisateurs. Et est-ce qu'il y a des résultats de votre champ de recherche qui devraient être connus de tous et enseignés à l'école, et en particulier qui pourraient être utiles pour l'esprit critique ? Alors moi, il y a un résultat que j'ai trouvé particulièrement intéressant ces derniers temps, qui n'a pas fait encore beaucoup de bruit, mais c'est une étude qui a montré que finalement, quand on étudie l'effet par exemple des médias sociaux ou du jeu vidéo sur la santé mentale, on a souvent des débats sur dans quel sens vont les interactions. Est-ce que c'est le jeu vidéo qui crée des utilisations problématiques ou est-ce que et des troubles de santé mentale, ou est-ce que c'est finalement des prédispositions qui pourraient conduire à des développements d'utilisation problématique du jeu vidéo. Il y a une étude récente qui a montré que finalement, l'élément auquel on ne s'est pas assez intéressé, c'est les croyances. Ce qu'ils ont montré dans cette étude-là, c'est que les gens qui croyaient que les médias sociaux avaient un impact négatif avaient au niveau longitudinal des effets plutôt délétères de leur utilisation des médias sociaux. Ceux qui pensaient que c'était bénéfique avaient plutôt un impact positif sur leur qualité de vie et leur bien-être. Donc on voit en quoi finalement une croyance peut moduler notre expérience et son impact sur notre comportement. On y reviendra peut-être, mais c'est aussi lié aux effets de placebo quelque part. C'est que quand on attend un effet positif, on va avoir toute une mise en place de motivation et un changement de la plasticité finalement de notre cerveau qui va conduire à modifier le fonctionnement dans le bon sens. Si on attend un effet néfaste, on va prédisposer à changer les connexions d'une autre façon. Très clair, ok. Je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin justement dans cet usage des jeux vidéo et l'esprit critique.
Vous avez mené avec vos collègues plusieurs méta-analyses portant sur l'impact des jeux vidéo d'action sur les capacités cognitives, notamment ce qu'on appelle les FPS, donc en anglais First Person Shooter ou jeux de tir à la première personne. On mentionnera notamment l'impact positif de ces jeux vidéo sur la perception, l'attention et les fonctions cognitives qui sont des facteurs clés de l'esprit critique. À quoi est lié cet effet des jeux vidéo et peut-on parler d'amélioration du traitement de l'information par le cerveau ? Alors ça fait beaucoup de questions et de questions intéressantes. Tout d'abord, pour replacer un peu dans le contexte, en fait, cette méta-analyse, elle est arrivée à un moment où il y avait pas mal de débats sur la causalité de ces effets-là, parce que beaucoup d'études montraient que les gens qui jouent beaucoup à des jeux d'action avaient des capacités meilleures que ceux qui jouent peu. Mais la question restait en suspens de savoir est-ce que finalement c'est parce qu'ils jouent beaucoup qu'ils ont des meilleures capacités cognitives, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des meilleures capacités cognitives qui sont finalement attirés par le jeu vidéo et ce type de jeu vidéo en particulier. Donc on a voulu un peu apporter notre contribution à cette littérature. Et donc on a revu la littérature qui a été publiée sur 20 ans. Et on a effectivement trouvé que les joueurs de jeux d'action, ceux qui jouent plus de 5 heures par semaine pendant plusieurs années, avaient des meilleures capacités de perception, d'attention, de mémoire de travail, etc. Et en fait, la raison pour laquelle on pensait que ces effets étaient là, c'est que quand on joue à des jeux vidéo, ces jeux-là en particulier demandent énormément d'attention, de concentration, d'alternance entre une attention très ciblée quand il faut viser un ennemi ou détecter un pack de survie quelque part sur l'écran, mais également une attention distribuée pour détecter tout ce qui se passe en même temps, prendre des décisions rapides. Bref, c'est quelque chose qui est très demandeur en termes cognitifs, et donc l'idée qu'il y avait derrière, c'est que ces jeux-là entraînent les fonctions cognitives et que du coup, cet entraînement se transfère à des compétences autres que celles du jeu vidéo. Donc on ne s'entraîne pas que au jeu vidéo, on améliore aussi ses compétences cognitives dans la vie de tous les jours. D'accord, donc on va vraiment au-delà de la corrélation et c'est pas les gens qui avaient déjà des prédispositions qui vont plutôt vers ce type de jeu. La première partie de la méta-analyse qui a comparé les joueurs et les non-joueurs n'a pas pu répondre à cette question. Elle a permis juste d'établir qu'il y avait effectivement un bénéfice chez ces gens-là par rapport aux autres, par rapport aux gens qui ne jouent pas. C'est la deuxième partie de la méta-analyse où cette fois on s'est intéressé aux études d'entraînement. C'est-à-dire que ces études-là, elles prennent des gens qui ne jouent pas au départ, elles vont tester leur performance à un moment, ensuite les répartir en deux groupes. Un groupe qui va jouer à un jeu d'action, une demi-heure à 1 heure par jour pendant plusieurs semaines. Un autre groupe qui va jouer à un jeu qu'on appelle contrôle, qu'on a pris la plupart du temps, c'était les Sims, Tetris, des jeux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que les jeux d'action, mais un jeu vidéo commercial aussi. Et ensuite, à la fin de cet entraînement, on reteste les performances et on va comparer finalement le changement de performance entre le pré-test et le post-test, entre avant et après l'entraînement. Et donc il y a plusieurs études qui ont été réalisées dans ce domaine, et dans notre méta-analyse, on a pu montrer que quand on combine toute cette littérature, on trouve un effet positif finalement de l'entraînement par le jeu d'action par rapport à un jeu qui n'est pas un jeu d'action, sur notamment l'attention et le contrôle attentionnel qui était vraiment l'aspect central qui était vraiment le plus amélioré par les jeux d'action. Il y avait des évidences qui n'étaient pas suffisantes en termes de perception ou d'attention spatiale, enfin de cognition spatiale, mais en tout cas pour l'attention, le contrôle attentionnel, là il y avait vraiment un effet qui était relativement concret et significatif. D'accord. Et bien justement, en parlant d'attention, donc vous avez constaté une amélioration de la perception visuelle et de la vision périphérique dans vos travaux. Est-ce qu'on peut avancer que les personnes qui jouent à ces jeux seront moins susceptibles à certains biais de perception, tels que notamment la cécité attentionnelle ? Alors le cas de la cécité attentionnelle, tout à fait. Il y a d'ailleurs une étude qui a été réalisée avec la tâche des gorilles. Je pense que c'est une tâche qui est assez bien connue. Il y a une vidéo qui est facile à trouver sur Internet, où on a une équipe de joueurs de basket blanc et une équipe noire qui se passent le ballon, et on doit compter les passes entre les joueurs, et pendant cette scène, pendant qu'on compte les passes, il y a une personne déguisée en gorille qui passe dans l'écran, et en fait à la fin d'avoir compté toutes ces passes, il y a une question qui est posée, c'est avez-vous vu le gorille ? Et en fait la plupart des gens ne le voient pas. C'est ça la cécité attentionnelle, c'est que quand on se focalise sur une information très locale et précise, on va ignorer tout ce qui est à la périphérie, et c'est ça le contrôle attentionnel finalement, c'est le fait d'ignorer la distraction, ce qui peut avoir un effet néfaste. Et donc cette étude a montré que les joueurs de jeux d'action étaient 23 fois plus susceptibles de détecter le gorille que les non-joueurs. Alors encore une fois, il n'y a pas de causalité, puisque c'est une étude
corrélationnelle. Ils ont comparé des gamers et des non-gamers. Il n'y a pas eu d'études à ce jour sur l'entraînement aux jeux vidéo, c'est beaucoup plus coûteux. Mais en tout cas, ça laisse suggérer que oui, cet effet-là est vraiment présent chez les joueurs d'action. Ok, mais juste pour préciser, ils arrivent à percevoir le gorille tout en arrivant à compter accomplir la sûr. tâche qui est demandée. Hein. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Oui, en effet. Ils voient le gorille sans que ça altère leur performance dans la tâche principale qui était de compter les passes. Ok. Je précise justement pour nos auditeurs qu'à seconde vue a également fait ce même type d'expérience, mais là avec le jeu du Bonto. Donc on mettra un lien dans la description pour la vidéo en question. J'ai moi-même beaucoup joué à ce type de jeu pendant mon adolescence, mais j'ai dû arrêter, en tout cas fortement diminué du fait des aléas de ma vie d'adulte. Pour autant, et sous réserve d'avoir bénéficié de leurs bienfaits à l'époque, est-ce que je peux encore en tirer profit aujourd'hui, ou est-ce que c'est un effet qui est limité dans le temps ? Alors ça, c'est une très très bonne question, et il y a malheureusement encore peu de données scientifiques dans ce sens-là, mais les quelques études qui ont prolongé les mesures après l'entraînement aux jeux vidéo, 3 mois, 1 an, je crois que l'étude la plus longue a fait jusqu'à 3 ans après l'entraînement, sauf erreur, ont trouvé que les bénéfices étaient encore là. Donc quand on compare les gens qui ont joué, qui ont été entraînés pendant 10, 30 ou 50 heures sur 10 semaines et qu'on les reteste 1 an après, les bénéfices sont encore là. Alors après, la question et la difficulté dans ces protocoles-là, c'est de s'assurer que les personnes qui ont été entraînées au jeu ont arrêté de jouer, parce que s'ils continuent à jouer, forcément, on n'est plus sur un effet à long terme, on continue à entraîner les fonctions, et que les non-joueurs ne se sont pas mis à jouer. Mais le peu de données scientifiques semble suggérer que ces effets sont durables dans le temps, en tout cas. D'accord. Est-ce que les jeux vidéo d'action, notamment les FPS, pourraient être recommandés à certains enfants rencontrant des difficultés particulières, telles que les troubles de l'attention, voire à tous les enfants, en précisant ici que tous les FPS ne font pas appel à des représentations violentes et qu'on peut imaginer des adaptations pour tous les publics. Alors c'est effectivement le point clé, c'est-à-dire que les FPS qu'on a étudiés essentiellement chez les adultes sont des jeux de tir qui ne sont pas appropriés pour les enfants, et c'est la raison qui a conduit à faire des études chez les adultes. On ne peut pas éthiquement faire des études d'entraînement avec des jeux qui sont interdits aux mineurs. Par contre, en ayant commencé à étudier ces mécaniques de jeu qui sont responsables des effets bénéfiques, on a pu identifier certains éléments clés qui sont notamment liés au type de stimulation visuelle, donc centrale, périphérique, l'alternance, la rapidité, la pression temporelle, etc. Et on a pu, à partir de ces résultats-là, créer des jeux qui réutilisent ces mécaniques et non pas la composante violence ou problème, qui peut être problématique pour les populations cliniques ou les enfants. Et donc on est en pleine phase d'étude de ces jeux qui sont développés en collaboration entre des chercheurs et des game designers, où on exploite les mécaniques de jeux d'action et on vient greffer dessus des mini-jeux ou des petits entraînements cognitifs qui sont dédiés à améliorer des éléments clés pour, en l'occurrence dans ce cas-là, la lecture. Et donc là, on a 2 études qui ont montré des effets bénéfiques d'un entraînement à ces jeux qui ont été développés pour entraîner la lecture par rapport à des jeux contrôle ou à d'autres activités numériques. Ok. Et est-ce que ces jeux pourraient présenter un intérêt chez certains patients atteints de troubles neurodégénératifs ? Je pense notamment aux personnes qui présentent des troubles moteurs suite à ce type de maladie. Alors c'est quelque chose qui est déjà pas mal utilisé et qui est de plus en plus utilisé, c'est que le jeu vidéo a cet avantage par rapport à l'entraînement cognitif standard, qui peut être individualisé et personnalisé. Maintenant, les jeux s'adaptent, le jeu vidéo s'adapte aux joueurs, et le niveau de difficulté va être incrémenté en fonction des performances du participant. Et donc ça permet justement de rester dans ce qu'on appelle la zone proximale d'entraînement. Alors sans rester dans les termes techniques, c'est le niveau de difficulté qui permet de stimuler la plasticité cérébrale sans être trop difficile ni trop facile. Et donc on est dans ce sweet spot quelque part avec les jeux vidéo. On arrive à rester dans ce sweet spot au niveau individuel pour chaque patient. Et il y a des bénéfices qui ont été trouvés dans de nombreux domaines. Alors le plus important, c'est la réhabilitation motrice, parce que le jeu demande beaucoup de coordination sensorimotrice, mais on a aussi des effets dans d'autres domaines de la réhabilitation cognitive, notamment l'attention.
Il y a des études, alors on n'est plus chez des patients cérébro-lésés, mais par exemple dans les troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité, il y a aussi des jeux qui permettent d'améliorer le contrôle impulsif et l'attention chez ces patients-là. Donc on a pas mal d'espoir que les jeux pourront aussi être bénéfiques dans le domaine clinique. D'accord. Et c'est quel type de jeu dans ces cas-ci? On est toujours sur du alors FPS? c'est plus du FPS, mais c'est des jeux qui encore une fois exploitent la mécanique de jeu d'action parce que la composante au cœur de ces troubles-là, c'est le contrôle attentionnel. En fait, le contrôle attentionnel est vraiment à la base de nombreux comportements au quotidien et de l'apprentissage scolaire et de l'apprentissage en général. Et c'est la théorie qui est testée en ce moment dans l'équipe, c'est que l'entraînement aux jeux vidéo d'action et l'entraînement du contrôle attentionnel permettrait d'apprendre à apprendre. Donc ça stimulerait l'apprentissage et ça fait que finalement, si on apprend plus vite, on peut apprendre plus de choses et on peut transférer dans de nombreux domaines. Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière la mécanique du jeu d'action, c'est qu'elle améliore le contrôle attentionnel et que par cette amélioration-là, on peut transférer ses bénéfices dans de nombreux domaines. Est-ce que vous pourriez détailler ce que vous appelez jeu d'action, justement ? Alors c'est un grand débat, il n'y a pas de définition vraiment ni scientifique ni acceptée au niveau populaire de ce qu'est un jeu d'action. Et plus généralement, en fait, la catégorisation des jeux en genre est quelque chose qui a énormément évolué. Quand les premières études ont commencé dans les années 2000, alors il y avait 4 ou 5 genres de jeux qui étaient bien définis. Il y avait les FPS qui étaient les jeux d'action, il y avait des jeux de rôle, il y avait des jeux de stratégie. Maintenant, on est plus dans un univers où les jeux sont hybrides et vont combiner des mécaniques de jeux d'action, de stratégie, des jeux de rôle, etc. Donc définir ce qu'est un jeu d'action aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Notre définition, qu'on a essayé qui a été aussi une des sources de débat dans la littérature, parce que les études qui n'ont pas pu répliquer ces effets-là n'avaient pas forcément la même définition de ce qu'on appelait un jeu d'action. On a des études qui ont par exemple utilisé Mario Bros en considérant que c'était un jeu d'action, ce qui n'est pas notre définition. Donc notre définition du jeu d'action est vraiment basée sur la mécanique du jeu. C'est cet aspect de prise de décision rapide dans le temps, c'est-à-dire que cette boucle de perception, décision, action qui est sous pression temporelle, le fait que ces jeux demandent une hiérarchie de buts. Vous avez un but à court terme qui est de survivre, un but à long terme qui est de remplir une mission, et entre ces deux-là, il y a pas mal d'autres étapes qu'il faut remplir, donc il faut garder en mémoire, il faut être flexible dans sa capacité à passer d'un but à l'autre et de changer les priorités. Ces priorités vont avoir un impact sur quel niveau d'attention on doit avoir. Est-ce qu'on est dans une phase de combat où il faut avoir une attention très précise pour bien viser au bon endroit sur l'ennemi, ou est-ce qu'il faut on est dans un mode survie où il faut être très surveiller l'environnement global pour détecter un ennemi qui peut nous tirer dessus, ou un pack de survie qui pourrait nous aider, ou un endroit où se cacher. Donc bref, les demandes sont très intenses en termes de capacité cognitive. Et donc c'est ça, nous, qui a été l'aspect central de notre définition du jeu d'action. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est admis complètement et qui est universellement reconnu. Par exemple, on a eu pas mal de débats et on vient d'avoir cette dimension-là qui a été soulevée, c'est la dimension de violence, donc la dimension de caractère. Donc c'est des jeux de tir, ce sont des jeux de guerre. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a publié notre méta-analyse, les premiers articles qui ont été publiés dans la presse, c'était juste avant Noël, c'était « Les jeux de guerre améliorent la cognition ». Alors que ce n'était pas du tout le message de la méta-analyse. Donc il y a eu pas mal de débats par rapport à un autre genre de jeu qui était le jeu violent. Et en fait, le jeu violent, c'est défini par rapport au contenu et pas par rapport à la mécanique. Donc on se retrouve avec deux catégories de jeux qui overlappent, qui se chevauchent, qui ont des recoupements, mais qui ne sont pas complètement les mêmes. Il y a des jeux, la plupart des jeux d'action que nous on a étudiés avaient une composante violente, mais tous les jeux violents ne sont pas des jeux d'action. Un jeu de combat est un jeu qui est violent par définition, puisque c'est un jeu de combat, mais il n'y a pas de composante d'action, puisque on est dans un univers où il n'y a pas de plusieurs buts, il n'y a pas de mission à remplir, c'est un combat entre deux personnes. Donc cette notion de définition basée sur le genre, pour nous, elle est plus problématique qu'autre chose dans la science, parce qu'il n'y a pas de définition objective, et on essaye d'aller au-delà justement de ces catégories-là,
pour essayer de définir les jeux en termes de demande cognitive ou en termes de mapping avec le fonctionnement du cerveau et avec le fonctionnement cognitif. D'accord. Là, typiquement, pour montrer à quel point c'est difficile de catégoriser ces jeux, quelqu'un pourrait vous opposer, typiquement pour un jeu de combat, que pour autant, il y a besoin de savoir réagir à son adversaire, et après, il y a des combinaisons de touches à maîtriser. Donc ça implique aussi un certain nombre de processus cognitifs. Alors ça implique des processus cognitifs, mais qui sont relativement différents. C'est pareil pour un jeu de stratégie. Vous allez avoir des fonctions cognitives complètement différentes qui vont être mises en jeu, qui vont être la résolution de problèmes, par exemple, ou la planification à long terme. D'accord. Parce que vous allez avoir plusieurs étapes pour résoudre le problème et pour arriver à remplir votre mission. Dans certains jeux, de plus en plus de jeux hybrides, un des jeux les plus connus et les plus joués depuis un certain temps, c'est League of Legends, depuis pas mal d'années. C'est un jeu qui se joue par équipe. Et donc au-delà de vos compétences cognitives, il y a des compétences de coordination avec les autres joueurs qui sont aussi mises en jeu. Donc en fait, ce qu'on aimerait arriver à faire dans la recherche sur l'impact des jeux vidéo, c'est d'arriver à déterminer quels sont les ingrédients. Et est-ce que c'est des ingrédients qui sont liés au type de contenu ? Est-ce que c'est le caractère coloré, violent, rapide, dynamique du contenu ? Ou est-ce que c'est la mécanique et les demandes cognitives qui sont importantes pour les effets qu'on observe ? Et probablement que selon les effets qui nous intéressent, ce ne sera pas les mêmes dimensions qui seront pertinentes. C'est tout pour cette première partie. Pour la suite, rendez-vous sur votre application de podcast ou sur notre site asecondvue.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!